l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans un mois, les Français sont appelés aux urnes pour élire leur maire, le 15 mars pour le premier tour et le 22 pour le second. Des élections municipales aux incidences directes sur la vie quotidienne, qu'elle soit individuelle ou collective. Je vous propose de balayer quelques enjeux de ce scrutin avec notre invitée ce matin, Brigitte Fouillant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à Sciences Po Paris, également membre de la rédaction de la revue Jésuite Projet. Alors, le maire est l'élu préféré des Français et contrairement à la politique nationale, on a l'impression que les citoyens sont satisfaits de l'action municipale. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, en effet, ces élections du 15 mars ont pour spécificité d'appeler les citoyens et les citoyennes à voter pour le maire et son conseil municipal. En réalité, ils votent pour un conseil municipal qui ensuite élit le maire, qui est effectivement un des personnages politiques qui a encore grâce en fait aux yeux des citoyens et des citoyennes et qu'ils apprécient. Et en même temps, on manque cruellement de candidats, notamment dans les petites et moyennes communes. Oui, on manque cruellement de candidats. Néanmoins, on a remarqué que, alors qu'on l'avait dit beaucoup il y a quelques mois, finalement, une très grande majorité des maires se représentent et souhaitent se représenter. Ce qui prouve qu'on a quand même une satisfaction personnelle et sans doute une certaine reconnaissance de la part des électeurs, des électrices, des citoyens et des citoyennes. Donc vous l'avez dit, Brigitte Fouillant, on est appelé à élire non pas le nom d'un maire, mais d'une liste municipale, d'un conseil municipal. Et pour les communes de plus de 1000 habitants, on vote aussi pour une seconde liste de candidats. C'est pour siéger à l'intercommunalité, donc il y a un double enjeu ici. Voilà, alors ce double enjeu, il est très important, oui. Sachant que dans les très petites communes ou les plus petites communes, c'est ensuite, après l'élection du maire, qu'ont lieu les élections à l'intercommunalité. Et sachant qu'aujourd'hui, et déjà d'ailleurs depuis très longtemps, beaucoup de communes ont certes des compétences, mais des compétences qui sont limitées ou partagées avec ces intercommunalités, qu'elles soient des communautés de communes, dans les plus petites communes, des communautés d'agglomération, des métropoles. Ça fait longtemps que cette intercommunalité prend de la place justement dans le fonctionnement des communes. Oui, déjà, en fait, les toutes premières communautés urbaines dataient du milieu des années 60, mais effectivement, depuis la décentralisation de 1982, progressivement, de nombreuses lois ont été votées qui ont renforcé sans cesse, pratiquement, le rôle des intercommunalités. Quel est le pouvoir d'un maire par rapport à celui d'une intercommunalité ? Ils ont plus ou moins de poids ? Alors, le maire... Évidemment, c'est un peu difficile de répondre à la question de façon globale parce que les situations diffèrent selon la taille des communes et on n'a pas la même situation dans une commune rurale de 100 habitants ou dans une métropole comme Lyon, Marseille, Paris par exemple. Mais pour autant, le maire reste le gestionnaire des services publics, c'est-à-dire que tout ce qui nous fait vivre, citoyens et citoyennes, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, que ce soit les ordures ménagères, les écoles primaires et maternelles, que ce soit bien sûr la sécurité, que ce soit des enjeux qui sont des enjeux environnementaux, etc., sont quand même à la main des maires, mais ils en sont plutôt gestionnaires, c'est-à-dire qu'ils veillent à ce que ces services publics répondent bien à leurs habitants et ils veillent à faire même remonter, à être attentifs. Ils sont en fait en quelque sorte un peu des médiateurs en réalité qui peuvent faire remonter les difficultés qui se présentent. Et c'est eux qui sont en première ligne quand il se passe quelque chose dans leur commune, s'il y a un accident, s'il y a des difficultés particulières, eh bien c'est eux qui sont aussi en première ligne. Donc ils gardent ce rôle-là, mais ils sont surtout gestionnaires de services publics qui sont organisés à l'échelon soit de l'intercommunalité, mais aussi dans un certain nombre de domaines, par le département, la région ou par l'État. Si vous dites gestionnaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas tant de marge de manœuvre que ça ? Alors, marge de manœuvre, moi je crois toujours beaucoup on garde toujours une marge de manœuvre, ce qui fait d'ailleurs que les communes ne sont pas partout gérées de la même façon. Marge de manœuvre dans ce qu'ils sont.
dans la manière dont ils gouvernent, dans la manière dont ils jouent la démocratie avec leur conseil municipal, avec les habitants. Il peut y avoir beaucoup de différences à cet égard. Et puis, marge de manœuvre dans leur créativité, marge de manœuvre dans le fait de laisser émerger des initiatives qui peuvent être, par exemple, des initiatives culturelles, monter un festival, monter une fête, organiser des activités propres à la commune. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre. Et en plus, ces maires ne sont pas isolés totalement, ils sont quand même représentés à l'intercommunalité. L'intercommunalité n'est pas sur un petit nuage à côté, elle est l'émergence des communes. Donc ils ont aussi un poids qui diffère évidemment selon les lieux au niveau de l'intercommunalité. Les enjeux locaux mobilisent davantage que les débats nationaux et notamment celui de la sécurité. Que peuvent les maires et les intercommunalités, mais les maires surtout en matière de sécurité? En matière de sécurité, c'est eux qui en sont responsables sur le territoire de leur commune. Donc en matière de sécurité, c'est à eux de prendre, par exemple, s'ils organisent un événement, les arrêtés nécessaires pour bloquer la circulation pendant un temps, pour vérifier que tout se passe bien, ou par exemple, s'il y a des atteintes à l'ordre public, c'est eux qui interviennent. Donc en matière aussi d'accidents, d'incendies, c'est eux qui interviennent en premier lieu. Donc ils ont un pouvoir qui est une délégation d'ailleurs nationale. Le maire représente l'État en termes de sécurité dans sa commune. Et au niveau de la police municipale, on a vu récemment que certains hommes ou certaines femmes politiques voulaient davantage donner de responsabilités et de pouvoir aux polices municipales. Oui, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Mais là aussi, on n'a pas peut-être tout à fait la même approche si on est dans des très grosses communes ou dans des petites communes. Il y a quand même une question qui est quand même une question financière aussi pour les communes qui aujourd'hui, face à un désengagement de l'État, évidemment, n'ont plus énormément de possibilités financières, ont des marges financières assez étroites. Donc la sécurité, un champ d'action important pour les communes, pour les maires. Sur quel autre champ d'action peuvent-ils agir? Je pense notamment à l'écologie ou alors en matière d'éducation. Alors en matière d'éducation, ce qui est clair, c'est que les communes sont chargées de l'entretien des écoles primaires et des écoles maternelles, puisque dans le cadre de la décentralisation, les départements s'occupent des collèges, des régions des lycées et les communes des écoles. Donc ils ont cette dimension-là. Bien sûr, pas sur le personnel pédagogique des écoles, mais sur leur entretien et l'organisation des écoles. Là, ils ont ce pouvoir. Alors, en termes écologiques, bien sûr, ils ont, ça dépend de ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire que, bien sûr, sur l'aspect paysager de leur commune, sur l'aspect végétalisation de la commune, sur l'aspect organisation de la circulation, des mobilités, ils ont une marge de manœuvre tout à fait importante. Donc oui, ils peuvent effectivement prendre des mesures qui sont des mesures qui vont dans le sens d'une réponse à la transition écologique. Des gestionnaires, mais donc il y a quand même des effets directs sur notre vie quotidienne et collective à travers ces élections municipales. Oui, absolument. Et c'est pourquoi elles sont un enjeu extrêmement important, parce que, au fond, elles déterminent la manière dont vont être orientés tel ou tel élément de notre vie quotidienne. Oui, tout à fait. Le budget des collectivités territoriales, néanmoins, diminue chaque année. Dans le budget 2026, c'est moins 2 milliards encore par rapport à 2025. Est-ce que ces communes, elles ne se retrouvent pas, et ces maires, limités par ces restrictions budgétaires aujourd'hui? Si, bien sûr. Il y a le désengagement de l'État est une question très compliquée pour les communes. Les communes ont des budgets extrêmement serrés et donc elles sont obligées de faire des choix. Et c'est quand même la raison pour laquelle cette intercommunalité, sur laquelle j'insiste, et sur laquelle d'ailleurs j'ai insisté dans la revue projet où j'ai fait le dernier éditorial, parce que, en principe, l'intercommunalité, elle est faite pour pouvoir réfléchir, agir à une échelle plus appropriée, plus large, pour faire en quelque sorte un peu des économies d'échelle et répondre mieux, finalement. Donc, c'est quand même un des moyens pour essayer de tout de même bien répondre aux besoins, tout en dépensant moins. Mais pour autant, ce désengagement dans de nombreux domaines, et on pense par exemple à la culture, par exemple, eh bien, est extrêmement, rend très, très, très difficile les choix des communes. S'il y a des imprévus, s'il y a des difficultés, c'est extrêmement compliqué, oui. Et vous écrivez dans cet éditorial, d'ailleurs, Brigitte Fouillant, dans la revue Projet, que
C'est à l'échelle des élections municipales que se manifeste le plus la vitalité démocratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que à l'échelle des élections municipales, la vitalité démocratique, ça veut dire que, eh bien, on est plus près quand même de ceux qui gouvernent. Donc, en termes de gouvernance, on est dans une configuration où on voit mieux, chaque citoyen, chaque citoyenne voit mieux les effets de son vote, les effets de sa participation électorale, qu'à d'autres échelles où il a l'impression que finalement il vote pour des gens qui sont très éloignés de lui, qu'il ne connaît pas et sur lesquels il n'a aucune maîtrise. Le maire ou le conseil municipal restent des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs possibles pour tout un chacun. On peut les rencontrer, on peut les voir. Il y a vraiment quelque chose de possible à ce niveau-là qui existe moins quand on est à d'autres échelons. Et donc, comme de plus, ils gèrent les services publics locaux, on voit mieux le processus de la décision. Pourtant, les dernières élections municipales n'ont pas échappé à un fort taux d'abstention. 36% en 2014, 55% en 2020. Après, c'était pendant la pandémie de Covid-19. Il y a tout de même beaucoup d'abstention. Oui, il y a tout de même beaucoup d'abstention. Je ne pense pas qu'on puisse prendre les élections de 2020 comme un exemple parce que c'était très particulier, mais pour autant, on attend avec un intérêt l'expression politique pour le 15 et le 22 mars. Je pense que s'il y a tout de même beaucoup d'abstention, cela obéit à la règle générale de l'abstentionnisme un peu à tous les niveaux des élections. Il y a une montée d'abstentionnisme parce que peut-être les enjeux ne sont pas bien perçus par un certain nombre de personnes qui ne voient pas très bien quand même ce que ça va changer directement dans leur vie. Est-ce qu'il y a un risque d'ailleurs que le contexte politique national brouille les enjeux locaux au final de ces élections municipales? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme « brouiller ». Il y a bien sûr des enjeux politiques nationaux qui vont interférer avec les élections municipales. Mais au fond, d'une part, c'est un petit peu normal parce que les décisions de l'État ont aussi un impact sur les politiques menées par les maires. Les maires dépendent beaucoup des politiques de l'État via ce que vont leur imposer les préfectures, les administrations fiscales, tout l'État déconcentré dans les régions et dans les localités. Donc, ce n'est pas étonnant que ces enjeux-là interfèrent. Et d'autre part, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, et notamment dans des villes, les enjeux liés aux partis restent importants et donc vont venir, non pas brouiller, mais interférer avec les enjeux strictement de gestion des services publics. Enfin, évidemment, ces enjeux politiques nationaux, ils sont aussi des enjeux politiques au sens large, qui relèvent de nos conceptions de vie, des conceptions de vie des élus, en fait. Et ces conceptions de vie des élus, ces conceptions de la politique qu'ont les élus, en réalité, sont des conceptions qui peuvent être sensibles dans leur manière de gérer. Je pense, par exemple, aux grands enjeux de la manière dont ils font vivre la démocratie locale, par exemple, ou dont ils gèrent une politique culturelle ou une politique environnementale. Donc, il est un peu logique que les enjeux politiques nationaux soient aussi présents, en quelque sorte. Et pour ces municipales, est-ce qu'on vote davantage pour une personne ou pour une étiquette? Je pense que ça dépend vraiment des lieux. Il y a des lieux dans les très grandes métropoles, dans les grandes villes, où l'étiquette a de toute évidence une importance très grande, surtout à proximité des présidentielles. Dans d'autres villes ou communes plus petites, la personnalité, le charisme même des têtes de liste en particulier, va jouer un rôle important. Merci Brigitte Fouillant d'être venue en studio ce matin pour nous parler de ces élections municipales. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à Sciences Po Paris, également membre de la rédaction de la revue Projet. Merci à vous. Merci beaucoup.